Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, l'émission qui donne la parole au territoire de Charente. Ce soir, nous sommes, comme vous le disiez Denis, dans la petite localité située à 18 km à l'ouest d'Angoulême, sur la rive gauche de la Charente. La voie ferrée Angoulême-Sainte-Royan traverse la commune. Le bourg d'Angeac est bâti autour de son église et sa population est disséminée dans les nombreux hameaux alentours. De Pons-en-Lavoir au mémorial dédié à Claude Bonnier, héros des forces françaises libres, ayant atterri de Londres à cet endroit le 15 novembre 1943 pour rejoindre le colonel Chabannes et le maquis de Birakem à Chasseneuil, en passant par Charlemagne qui séjourna ici en 768 jusqu'aux dinosaures qui font rayonner Angeac, comme vous le disiez, dans le monde entier, sans oublier François Gabard, le skipper champion de voile qui a habité ici jusqu'à ses 18 ans. Vous constatez que cette commune de la Petite Champagne, possédant 2 zones Natura 2000, ne manque pas d'atouts pour mériter notre attention, car elle en vaut le détour. C'est pourquoi nous sommes avec grand plaisir installés dans la salle du conseil municipal de sa mairie, avec, comme il se doit, au micro d'RCF Charente ce soir, son maire, M. Christian Dufront, M. Jean-Christophe Ortolan, conseiller pédagogique départemental chargé de l'éducation, du développement durable, des sciences et du patrimoine, Mme Marie-Jeanne Benneville, qui est trésorière de l'Association des Amis de l'Église et du patrimoine, M. Pierre Lavaux alias Mazan, auteur, dessinateur de bande dessinée pour sa vision du site paléontologique. Alors merci à vous d'avoir répondu présent et à vous qui êtes fidèles auditeurs de cette émission. Alors, monsieur le maire, je viens de présenter succinctement votre commune. Maintenant, je compte sur vous pour mettre un peu plus de chair autour de ces grandes lignes, notamment les volets économiques, sociaux, culturels, enfin tout quoi. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, bienvenue à RCT et à RCF, pardon. Merci. Et à ses auditeurs, bien entendu, bienvenue en Angeac-Charente. Petite commune rurale d'un peu moins de 400 habitants, située à mi-chemin entre Angoulême et Cognac, d'une superficie de presque 1200 hectares et qui se caractérise par une grande variété de paysages que l'on peut diviser globalement en 3 tiers. Le premier, où nous sommes accueillis actuellement, qui comporte le fleuve et sa vallée, c'est la zone humide de la commune. Le second est constitué par des coteaux du vignoble de Petite Champagne. Nous sommes en Petite Champagne pour la région du Cognac. Et le troisième étant la forêt de chênes verts et de pelouses calcicoles des Chaumes-Boissières, site renommé auprès des naturalistes. La mairie et l'église sont situées aux extrémités d'une place ombragée bien connue des randonneurs et des covoitureurs qui se sentent protégés par les tilleuls majestueux qui l'agrémentent et qui sont là pour certains depuis 1788. Nous sommes là dans la partie basse et humide de la commune, où la Charente se divise et s'interroge, semble-t-il, arrivée en Angeac, elle se demande si ça vaut le coup d'aller plus loin. Jusque-là, nous mettions en évidence l'adage selon lequel « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Jusqu'au jour où des événements dépassant largement notre territoire nous ont projetés dans la lumière médiatique. Entre les découvertes paléontologiques et les exploits de l'enfant du pays qu'est François Gabard, entre parenthèses, je situe François Gabard comme étant quand même l'enfant d'Angeac-Charente et non pas de Saint-Michel d'Entrée, comme il est souvent spécifié dans les articles de journaux. Alors effectivement, on n'a jamais eu de maternité, je pense qu'on n'en aura jamais. Et de ce fait, il n'est pas né à Angeac-Charente, mais à Saint-Michel, c'est-à-dire à Girac, sur la commune de Saint-Michel d'Entrée. Eh bien, écoutez, j'avais Madame le maire Fabienne Godichaud la semaine dernière à cette même heure pour nous parler de sa commune. Et c'est vrai qu'elle nous dit que sa commune, c'est là où il y a le plus de naissances en Charente. Mais elle le dit aussi, c'est à cause ou grâce à l'hôpital de Girac. Alors oui, effectivement, on ne naît plus dans nos belles communes, mais François Gabard est bien venu ici juste après l'accouchement. Voilà, c'est bien un enfant d'Angeac-Charente. Oui, au bout de 3-4 jours, il habitait là. Et jusqu'au moment où il est parti faire une école d'ingénieur tout à fait intéressante
à côté de Lyon. Donc il était avant tout en jaquet. Et je pense que nous avons été aussi rapidement dépassés par les questions adressées aux services culturels ou de communication de la mairie, qui bien sûr sont les mêmes. C'est-à-dire que ça tourne généralement autour du maire et on me pose des questions en me demandant pouvez-vous me passer le service culturel Je dis vous avez beaucoup de chance, vous l'avez en direct. C'est vraiment une occasion unique pour vous. Alors, entre les découvertes paléontologiques et donc François Gabard, je vous dis que ça a apporté une lumière à laquelle on n'était pas habitué. Mais fort heureusement, nous sommes bien accompagnés par des spécialistes susceptibles de nous éclairer, tant dans le domaine de la paléontologie que dans celui de la biodiversité, domaine dans lequel souhaite s'engager l'enseignante d'Angeac Charente. Alors je précise aussi une particularité, il y a 2 Angeac, on est maintenant dans la même communauté d'agglomération, celle de Grand Cognac, et nous avons Angeac Champagne, commune avec laquelle nous échangeons beaucoup de courriers. Les courriers d'Angeac Champagne arrivent à Angeac Charente et voilà, ceux d'Angeac Charente à Angeac Champagne. D'accord. Oui. Domaine dans lequel, alors je parlais de la biodiversité, c'est le domaine dans lequel souhaite s'engager l'enseignante d'Angeac Charente durant cette année scolaire. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Merci pour cette belle présentation qui va des bords de la Charente en passant par l'église François Gabard et jusqu'à d'autres zones humides qui, grâce à ces zones humides, on a pu découvrir ces os de dinosaures. Hein. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais quels sont vous m'avez dit qu'il y avait 10 habitants qui habitaient dans le centre. Parlez-nous un peu parce que votre village, je le disais, il est de multiples hameaux. Oui, la particularité quand même d'Angeac Charente, c'est que c'est une commune très éclatée, où je suis persuadé que certains Angecais ne se connaissent pas, n'ont jamais l'occasion de se rencontrer quand ils partent au travail, les uns sur Angoulême, les autres sur Cognac. Ils habitent à 7 ou 8 km l'un de l'autre, généralement. Et donc, nous sommes là plein centre ville, puisque nous sommes agglomération maintenant, je vais m'exprimer comme ça, plein centre-ville où il doit résider approximativement une dizaine d'habitants, tout au plus. Vous voyez que les presque 400 autres sont éclatés un petit peu dans tous les hameaux qui nous environnent. Vous avez combien de hameaux vous savez, une dizaine peut-être? Alors, une dizaine de hameaux à peu près. Les uns sont aux portes de Châteauneuf, les autres aux portes de Bouteville, les communes qui sont au périmètre de la commune. De l'autre côté, il y a Vibrac, mais là nous sommes séparés, comme vous l'avez dit, nous sommes, rive gauche, et Vibrac, ils sont plutôt rive droite. Vibrac, Saint-Simon aussi, connu par son village gabarier. Son village de Gabarier, oui. Donc voilà, nous sommes très éclatés et de ce fait, c'est quelquefois difficile pour accueillir les gens dans le centre du bourg. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Comment vous faites quand vous voulez réunir un peu les gens? Vous avez certes une très belle place avec 2 très vieux tilleuls, dont celui de nous avons 1788, voilà. mais que ça ne doit pas être simple. Nous avons cette place tout à fait remarquable avec ces ombrages très appréciés, surtout en période de canicule cet été. Vous avez tout l'ombrage et la rivière. Voilà, on trouvait merveilleux d'avoir et l'église qui est un lieu rafraîchissant. Et l'église qui est au centre de la commune. Et c'est sûr que nous avons l'avantage d'avoir cette place. Et comme je me connais un peu distrait de temps en temps, quand j'arrive à la mairie, je me dis, mais aurais-je oublié une réunion par hasard? Parce que je vois plein de voitures sur la place. Et c'est des voitures qui bénéficient de l'ombre de ces merveilleux tilleuls. Et aussi, c'est des gens qui font soit du covoiturage, soit qui vont se balader sur le bord de l'eau, là, et qui descendent le sac à dos et des sandwichs et vont pique-niquer un peu plus loin. Voilà, sur le bord de cette
cette belle rivière. Fleuve. De ce beau plus beau fleuve. ruisseau de Mont-Royaume, disait François Ier. Le cinquième, parce qu'on parle toujours des 4 grands fleuves, mais le cinquième, c'est la Charente. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épicerie, de boucherie, d'EHPAD, etc. Maternité, on sait déjà que c'est Girac, mais il n'y a pas tout ça dans le village. On va plutôt sur Châteauneuf, on va plutôt sur Cognac, on va plutôt sur Angoulême. Comment fait-on ? Voilà, alors nous sommes là justement dans cette enceinte municipale. Quand j'étais jeune, c'était l'épicerie du coin, l'épicerie du village. À côté, la salle dite des fêtes associative, ou des fêtes. Maintenant, les termes sont importants. Oui, c'est vrai, les termes ont changé. Il n'y a pas des subventions pour tout le monde, donc il faut choisir le bon mot pour avoir la bonne subvention. Pour être aidé, oui. Alors, c'est une salle finalement annexe à la mairie. Hein. C'est pas une salle des fêtes. D'accord. Alors, je vous demandais qu'évidemment, les gens, ils allaient dans les commerces alentours. Il n'y avait pas de commerce in situ dans la ville. Cette salle qui jouxte la mairie, là, c'était le bistrot. C'était la salle de bal, c'était la salle où on pouvait acheter des cigarettes. Je me souviens que moi, ma grand-mère m'envoyait acheter des moules assez régulièrement, je ne sais plus quel jour de la semaine, mais quand j'étais gamin, elle me prêtait son vélo pour que je descende acheter des moules, puisque j'habite dans un petit village situé à 2 km du centre-ville. Donc vous êtes un enfant du pays. Je suis né en Jacques-Charente. Alors, à l'époque, on naissait encore ici. C'était bien avant François Gabard, évidemment. Et donc, on était 3 nés cette année-là. Et les 2 autres sont décédés, hélas. C'était des copains de la petite école dans Jacques-Charente. Bon, alors c'est une belle transition. On va pouvoir parler de l'école. Mais donc, on a bien campé le décor. Petit bourg, pas beaucoup d'habitants, quelques maisons, une église, une place avec des tilleuls et plein de hameaux autour. Et de là, on rayonne dans la région. On va travailler sur Cognac, sur Angoulême. On va faire ses courses aussi là. Et de temps en temps, on se retrouve dans ce qui fut votre ancien bistrot, etc. Vous vouliez rajouter quelque chose après ma petite, Alors, mon petit résumé. Vous avez évoqué aussi Claude Bonnier. Oui, absolument. Alors, moi, je me plais à dire qu'une époque sombre, évidemment, de l'histoire française, il se trouve que on a eu un aérodrome. Alors, pour une commune de moins de 400 habitants, on me dit non, mais tu plaisantes, c'est pas possible. Eh bien, si, on avait un aérodrome. Et c'est la configuration de l'eau, justement, de la Charente, qui se sépare en bras et qui apporte une certaine réverbération. Parce que, évidemment, que Claude Bonnier, pour pas se faire repérer, volait tout feu éteint et la nuit. Donc, il fallait, d'une part, être très gonflé, comme il l'était forcément. Mais ensuite, c'est la Charente qui le guidait. C'était la réverbération de l'eau qui lui indiquait qu'il pouvait se poser là, redécoller, voire parachuter. Et c'est le départ de la route dite de la Liberté qui va jusqu'au mémorial jusqu'à Chasseneuil. Chasseneuil-sur-Bonne. Qui passe par la nationale 141. Voilà. Alors, écoutez, merci. Maintenant, on voit bien, il y a de très jolis petits ponts, il y a des lavoirs un peu partout. Vous me le disiez tout à l'heure, c'était les machines à laver de l'époque. Hein. Chaque hameau a son lavoir. On en parlera peut-être tout à l'heure avec votre autre invité. Madame Pauline Didier, qui est enseignante ici à l'école d'Anjac, n'a pas pu être là ce soir. Elle n'a pas pu. On la salue. Je devais parler avec elle du regroupement pédagogique et je voulais même lui dire qu'elle était une sorte de multicommunale. Alors, comment marche ce regroupement pédagogique ? Puisqu'évidemment, il y a une école à Anjac, mais avec 10 habitants, on se doute bien que ce n'est pas l'école d'Anjac simplement. Alors, l'école est regroupée sur 3 communes, Bouteville, Bonneuil et Anjac-Charente. Il y a une classe dans chaque commune pour conserver une activité et j'avoue que je serais très embêté si, par hasard, la classe d'Anjac venait fermer. Ça veut dire qu'on n'aurait plus le bruit des récréations des enfants. Et puis on s'efforce sur la commune d'avoir
Je pense que c'est une nécessité de donner le bon exemple aux enfants en matière de biodiversité. Et je trouve remarquable que l'enseignante, avec laquelle on s'entend très bien, ait pris ce thème comme l'an passé, c'était l'eau. C'était une bonne idée parce Vous n'en que manquez pas. la commune d'Anchac a 3 puits dans la zone où Claude Bonnier a atterri, 3 puits de captage et qui alimentent 23 communes. Derrière, il y a 9 châteaux d'eau, 400 km de tuyaux. Enfin, c'est quelque chose d'assez conséquent pour cette petite commune. De penser qu'on alimente la capitale à côté, qui est Châteauneuf, et puis Châteauneuf-sur-Charente. Et puis, on va très loin, jusqu'aux portes des 4B. Voilà. Donc Barbezieux, etc. Baigne. Alors, on n'alimente pas Parce Barbezieux. que oui, vous dites les 4B, on y est là. Donc aux portes, vous avez dit. Vous avez dit aux portes des 4B. Bien, mais c'était pour situer pour nous. Voilà, on n'ouvre pas les portes, on s'arrête. Vous voyez, il y a plein de choses à découvrir cachées en Charente, puisque même il y a une source sous l'église. Hein. Il y a une source sous l'église, sous l'hôtel. oui, sous l'hôtel. Oui, on parlera de la restauration de l'église particularité tout à l'heure. Hein. Oui. Bon, écoutez, merci pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole, puisqu'on parle de l'école, à monsieur Jean-Christophe Ortolan, qui est conseiller pédagogique départemental, chargé de l'éducation, du développement durable, des sciences et du patrimoine. Alors pour rebondir sur ces trois mots, environnement, développement durable, sciences, patrimoine et la vie scolaire. Alors concrètement, quelles actions sous-jacentes à ces 3 mots pouvez-vous nous dire en 2 mots ? Alors, oui, en ce qui concerne l'éducation au développement durable, il faut savoir que l'école de la République suit les évolutions du pays et en fait suit les évolutions de la planète, et que depuis 2004, l'éducation au développement durable est obligatoire de la maternelle au lycée. Voilà, ça, ce sont nos textes. Les choses ont énormément évolué et progressé en 15 ans, mais désormais, depuis en particulier une circulaire récente là, du 28 août, les programmes de l'éducation nationale comprennent une part EDD, éducation au développement durable, donc c'est le premier cycle de l'éducation nationale. Donc, une part d'éducation au développement durable absolument pour tous les niveaux. C'est-à-dire que l'on parle de l'école maternelle et désormais du lycée jusqu'au bac. En fait, les problématiques d'éducation au développement durable sont présentes partout, avec des points forts. Bien sûr, la biodiversité, puisque ce qu'on sait, c'est qu'un enfant et même un adulte a quand même tendance à respecter surtout ce qu'il peut nommer. Donc déjà, il faut savoir identifier les animaux, les végétaux. Oui, c'est ça la biodiversité. Voilà. Hein, voilà. La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant dans sa diversité. Et donc, pour pouvoir la préserver, il faut d'une part savoir de quoi l'on parle, donc identifier, et il faut savoir, entre guillemets, comment ça marche. Et là, c'est par exemple comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Vous voyez, ici, juste derrière l'église, il y a un petit lavoir, un ancien lavoir. Tout à l'heure, je suis allé faire un petit tour. Il y avait des cadavres, des restes d'écrevisses. Ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Soit quelqu'un s'est servi et les a mangés tout crus, ça paraît très étonnant. Soit une loutre est sortie, soit un animal, forcément, est venu manger ces écrevisses. Voilà, donc on apprend aux élèves en particulier à comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes et comment les préserver, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter de faire pour les détériorer, et puis comment sur la durée les protéger. Donc c'est une des grosses problématiques qui est en particulier l'objet de notre circulaire cette année. Et puis une autre problématique, bien sûr, qui se pose à toute la planète, c'est le changement climatique. Et là, vraiment, tous les programmes de l'école comprennent des chapitres pour aider les élèves à, d'une part, comprendre les phénomènes, les intégrer, comprendre les causes du phénomène, et puis après, puisque nous avons un rôle d'éducation, bien sûr, et aider les élèves à
à adapter leurs actions, aider les élèves à faire des choix, et en particulier à faire les choix que pour l'instant les adultes n'ont pas tous réussi à faire. Voilà. Donc, un peu les lignes de force pour l'instant de notre travail. Alors évidemment, quand on parle de biodiversité et de climat, on parle d'eau. Donc ici, on va parler du fleuve Charente, par exemple. On va parler de la ressource en eau, de ce que l'on prend pour faire pousser des plantes, puisqu'il paraît que les plantes ont besoin d'eau pour pousser, de toute façon, ça reste une constante. Hein. Et voilà, on va prendre ce qui peut arriver au fleuve, les problèmes de pollution qu'on peut trouver, mais on va étudier aussi le fleuve comme milieu dans lequel vivent un certain nombre d'animaux et de végétaux. Voilà, on va travailler sur tout cet ensemble. Alors, quand vous dites travailler sur tout cet ensemble, vous, en tant que conseiller départemental, ça veut dire que vous allez dans l'ensemble du département. Et par exemple, en Jacques-Charente, vous arrivez et vous êtes en binôme avec l'enseignante, l'enseignant. Comment vous fonctionnez ? Moi, voilà Monsieur Ortolan qui arrive, oui. on va sortir, on va aller voir la nature, on va apprendre des choses. Alors oui, il m'arrive encore de travailler avec des écoles. Hein. Hier matin, j'ai passé donc une demi-journée avec l'école maternelle de Montbron, avec une classe pour laquelle la maîtresse, cette année, va faire classe tous les mardis matins à l'extérieur. Un peu comme font les Norvégiens d'une façon très classique, où c'est un mouvement qui se développe, et c'est vrai qu'il est très très intéressant de voir des bouts de choux en particulier, parce que là on parlait de tout petit. Les élèves avaient de 2 ans et quelques jours à 3 ans et demi. Donc là c'est très intéressant de les voir fonctionner, et c'est vrai que l'approche des choses, l'approche du vivant est très différente et très très riche. Voilà, donc il m'arrive encore de faire ça. Hein. Demain matin, j'anime une exposition à Canopée, à l'Oisellerie, qui porte sur les insectes. L'exposition s'appelle Enquête d'insectes, et là je vais travailler en première partie de matinée avec des CP, CE1 et en deuxième partie de matinée avec des CM2 pour leur faire comprendre ce que sont les insectes et ce qu'ils ne sont pas, et après également quelles sont leurs différentes fonctions, quelles sont leurs différentes fonctions vitales en particulier, leurs échanges avec leur milieu, voilà. Donc ça c'est une partie de mon travail, l'intervention directe, et après j'ai un rôle de conseiller, c'est-à-dire qu'en fait je vais former des collègues en formation initiale, en formation continue. Je vais leur apporter des connaissances sur l'environnement en particulier. Et je vais également construire des projets pédagogiques, construire des programmes pédagogiques. Alors si on peut peut-être le décliner pour l'école d'Angeac, justement. Bien sûr, pour revenir sur la situation locale. Angeac, l'école a déjà commencé à travailler sur le site des Chaumes-Boissières, qui est donc un site de la commune, avec Charente Nature, et ils ont justement travaillé sur les insectes, sur la biodiversité du site. Bon, monsieur le maire pourra peut-être aller plus loin dans la description du site, mais il s'agit d'un site très très riche en termes de biodiversité, très connu, et ils ont donc abordé un des aspects de l'écosystème, la chaîne alimentaire. Voilà, donc ça c'est le premier sujet d'étude cette année. Ensuite, l'école d'Angeac est candidate pour participer à une opération départementale qui s'appelle École. C'est un jeu de mots. Et dans cette opération, une quinzaine de classes chaque année plantent des haies en compagnie d'un agriculteur ou d'une commune. Le plus souvent d'un agriculteur, mais assez souvent quand même, d'une commune. Et là, l'idée, c'est de planter sur une parcelle appartenant à la mairie. Oui, monsieur le maire, je vois qu'il s'agite avec son micro. Allez-y. Oui, alors il se trouve que par un curieux concours de circonstances, je suis un des opérateurs d'une association régionale qui s'appelle Prom Aquitaine maintenant, et donc notre rôle c'est de planter des haies autant que faire se peut, de recomposer des paysages qui ont été généralement détruits dans les années 60-70. Voilà, au cours des remembrements et quelquefois très sévères qui ont détérioré le paysage. Donc on replante sur l'ensemble du département et bien au-delà, puisque maintenant promet une mission sur la Grande Aquitaine. Alors je vois des gens qui viennent quelquefois, c'est un lieu de résidence pour accueillir des associations qui font le même travail, mais
ils viennent de Guéret ou de Pau. Au départ, ils avaient trouvé Angoulême comme lieu privilégié à peu près au centre pour faire autant de parcours les uns que les autres. Sauf que le stationnement payant les a convaincus que finalement une petite commune comme la nôtre, se garer sous les tilleuls, c'était aussi bien que... On y revient toujours. Voilà. Bon, eh bien écoutez, en tout cas merci de cet éclairage. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur alors oui, simplement sur école, c'est un parfait exemple de ce qu'est l'éducation à l'environnement ou l'éducation au développement durable dans le département, puisque c'est un partenariat entre des associations. Donc il y a Promet, il y a le CETEF qui joue un peu le rôle de l'ONF des forêts privées, il y a un pilotage par Charente Nature à l'année, et le financement est assuré par le conseil départemental. C'est vraiment un des partenaires majeurs du département pour notre domaine, pour l'éducation à l'environnement. On a en Charente à la fois un volume d'activités, je pense une qualité d'activités qui sont vraiment importants en raison de la richesse des partenariats. C'est quelque chose qui s'est jamais démenti. On a un département qui agit, ça fait plus de 15 ans, ça a traversé toutes les majorités politiques, sans aucune altération de l'aide. On a des syndicats responsables des déchets, je pense à Qualitum, qui est notre grande collectivité départementale. On a les deux agglos, en fait, soutiennent également leurs écoles, leurs collèges et leurs lycées, en particulier les écoles quand même. Mais cette richesse fait que, par exemple, l'an dernier, 485 classes charentaises de maternelle et élémentaire ont travaillé en éducation au développement durable avec un intervenant. C'est un score relativement intéressant et ça permet vraiment de sensibiliser les élèves de la façon qui nous semble indispensable à ces réalités-là. Voilà, donc on le mène au travers d'un grand nombre d'opérations. La collègue ici sur l'école va, en deuxième période entre Noël et Pâques, va construire et mettre en service un hôtel à insectes. Et toute l'année, elle va participer à une opération que nous relayons en Charente avec nos référents numériques, des instituts au départ, comme moi, qui sont spécialisés dans le monde numérique et qui ont proposé aux classes de travailler dans le cadre de ce que l'on appelle Viginature. Viginature, c'est une opération du Muséum d'histoire naturelle qui, en l'occurrence, ici, porte particulièrement sur l'étude des vers de terre et des escargots. Ce qui semble anecdotique, mais ce sont de très très bons marqueurs de la qualité des sols en particulier. Et donc l'école d'Angeac va travailler cette année sur ce plan-là. Et dans un souci de cohérence, ils vont ensuite passer au programme pédagogique que nous avons construit avec Charente Nature et Qualitum il y a maintenant des années, un programme sur le compostage. Et donc là, l'idée, ça va être de mettre en œuvre la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bien. Donc on sera en pleine science. Dites-nous un peu ce que c'est que le compostage, même si beaucoup de gens le savent. Alors, sur le compostage, en fait, c'est simplement l'utilisation de la capacité de la matière à se transformer. C'est très joliment dit. Ça veut dire que je vais mettre mes épluchures, des branches d'arbres, c'est exactement feuilles, ça. Vous éviterez la viande et les arêtes de poisson de façon à éviter également la venue des rats. Et sinon, un compost qui est en équilibre, on va dire qui fonctionne en équilibre, ne génère aucune odeur et surtout permet d'amender et d'enrichir un terrain quand vous jardinez, quand vous créer un verger, voilà. Donc très souvent, quand une école se lance dans un programme compostage, c'est que parallèlement, il y a création d'un jardin pédagogique, d'un verger de plantation. Vous qui êtes dans l'enseignement depuis un certain temps, comment est-ce que vous... Non, j'ai rien dit d'autre. Comment est-ce Malheureusement, que vous voyez l'évolution des enfants? Parce que vous me parliez tout à l'heure quand vous les emmenez, vous avez les petits de 2 ans et quelques jours jusqu'à 3 ans, etc. Comment cette tranche d'âge et les autres, vous les voyez évoluer, réagir par rapport à tout ça?
Alors, bon, parce que nous, quand on était plus jeunes, on a vu les pelleteuses arriver pour enlever ce qui était un drame total. Bravo, monsieur le maire, de travailler à ce programme de école. Et donc, vous, comment vous voyez par rapport à nos générations passées, ces futures générations? Je pense que de toute façon, les enfants sont partie prenante d'un contexte qui ne peut plus fonctionner de la même façon. Notre système économique, on va dire d'une façon générale, a atteint ses limites. On ne peut plus travailler comme autrefois en pensant que la croissance est éternelle. Ça, c'est fini. Je pense que, globalement, la prise de conscience là-dessus est générale. Par rapport à ça, les enfants font toujours évidemment preuve d'une certaine plasticité, c'est ce qui les aide à grandir. Les enfants peuvent être sensibles à toutes les problématiques qui se posent par exemple aux animaux, ça c'est la partie affective d'un enfant. Mais après il faut éviter, nous, de surutiliser cette capacité à s'indigner, etc. Mais la sensibilité, elle est immédiate et en particulier quand on est dans la relation au vivant. Ça, c'est le premier point. C'est la relation au vivant est ressentie d'une façon très forte par les élèves. Ils sont également extrêmement intéressants par tout ce qui permet de trier les déchets, d'améliorer notre fonctionnement, d'avoir, entre guillemets, une nature propre. Ça, ce sont des points qui les motivent énormément. Et on se rend compte en particulier que le travail qui est mené maintenant dans le département depuis à peu près 1994-1995 sur les déchets produit des effets, mais durablement, des effets qui dépassent le stade de l'école et tout. Il y a maintenant je dirais 10, 12 ans, 15 ans, que l'on voit réellement des progrès faits en matière de quantité de déchets produites par les Charentais. Et je pense en particulier à la quantité de déchets qui se retrouvent dans les poches noires. Voilà, pour être très concret. Ça veut dire qu'il y en a de moins en moins. Il y en a réellement de moins en moins. La Charente est un département qui est performant sur ce plan-là. Je pense qu'on est vraiment dans les 10 meilleurs départements de France. Et il faut savoir que c'est quand même en lien avec une politique éducative de long terme. Mais l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est on prend le temps de construire les choses, on forme et au moins c'est solide, c'est ancré. Alors c'est pas pour ça que c'est pas toujours à reconstruire. Bien, merci beaucoup de ce beau et long témoignage, mais c'était intéressant d'avoir cette approche et à travers la petite commune d'Angeac. Vous êtes toujours sur RCF Charente, à l'écoute En direct de chez vous, donc l'émission qui donne la parole au territoire. Et maintenant, je vais passer la parole à Madame Marie-Jeanne Benneville. Vous êtes, vous, la trésorière de l'Association des Amis de l'Église et du Patrimoine d'Angeac. Alors, cette association, elle a quel but Cette association a pour but d'aider à la restauration de l'église, parce que l'église va être restaurée. Ça, ce sont des travaux dans un premier temps, mais ensuite, justement, nous, on va faire des concerts, peut-être aussi d'autres manifestations, justement, pour récolter des fonds et faire vivre cette association. Voilà, donc ça s'appelle l'Association des Amis de l'Église et du Patrimoine. Oui, parce qu'il y a d'autres objets patrimoniaux. On a parlé tout à l'heure notamment des lavoirs. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette église de particulier pour qu'on veuille s'en occuper? Alors, c'était une église qui a été construite au XIVe et XVe siècle pour la principale. Et la sacristie, elle a été construite, elle, au XIXe. Alors, c'est une église qui est quand même qui est dédiée à Saint-Pierre et qui est un monument gothique. Et elle est surtout, elle a une grande pureté architecturale. Alors il y a 3 travées et la deuxième et la troisième travée sont séparées par une coupole, et cette coupole supporte un clocher carré. Voilà. Et puis alors dans cette église aussi, il y a une source qui va jusqu'à une fontaine, et cette source est quand même assez renommée. Alors après, quoi vous dire? Alors les vitraux, quand ils ont été faits au XIXe siècle, sont aussi assez remarquables, et donc ça fait partie le mobilier religieux aussi date du XIXe siècle, et cette église, donc quand elle sera restaurée, sera quand même
un monument très, très intéressant. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous la faire visiter avant l'émission. Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre à l'intérieur, on pourrait tourner un film qui se passe dans les années fin 1800, 1900, parce que tout est resté. La table de communion, c'est-à-dire la petite grille dans le chœur, le rétable qui est fait, on dirait tarte à la crème, mais enfin c'est maintenant en plus classé, le 19e siècle, ça va devenir à la mode. Et puis le chemin de croix et tout, vous avez vraiment une église qui est dans son jus, et donc ça va être restauré de cette manière-là. Vous allez garder la typicité du lieu, monsieur le maire. Oui, parce que de toute façon, bon, elle est bien comme ça quand on voit, mais il y a beaucoup de travaux de toiture et tout. Il faut tout refaire, tout reprendre. Alors maintenant, je laisse monsieur le maire en parler. Merci de votre témoignage et puis de votre investissement, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes revenu ici, de vous investir dans l'association qui permet à Angeac d'être visible un peu plus, même s'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et qui sont présentes. Merci beaucoup, Madame Marie-Jeanne Benville. Oui, c'est l'église, c'est vraiment un projet très lourd pour une commune comme la nôtre, puisqu'on avait identifié au départ une dépense en 2 tranches qui avoisinait 800 000 euros hors taxes. Donc c'était quand même très très lourd. Alors on attendait avec une certaine fébrilité le résultat de l'appel d'offres. Il semblerait qu'on ait surévalué au départ, mais c'est mieux dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Ça nous avait quand même un peu inquiété. Oui, parce que pour une petite commune de 400 habitants, c'est un peu compliqué. Ce serait de l'ordre de 600, à peu près 600 000 et des poussières, qui vont se faire en 2 tranches. Mais cependant, je voudrais signaler que c'était vraiment une nécessité parce qu'il y a des artisans sûrement locaux ou je ne sais pas moi, qui sont intervenus il y a quelques décennies et pour renforcer la charpente par exemple, qui ont mis des bras de force juste là où il ne fallait pas les mettre. Ça a fait bouger la charpente, laquelle a fait bouger les murs et ainsi de suite. Alors elle est très belle. Vous prendrez un architecte des monuments historiques peut-être. Voilà, c'est ce que l'on a fait. Oui, c'est très bien. Bon, écoutez, bravo parce qu'on fait une émission dans une semaine dans une mairie et l'autre semaine dans une église. Donc on va à la découverte du patrimoine et on veut rendre hommage ici aux maires et aux municipalités et aux villages qui s'occupent remarquablement de toutes ces belles églises du 12e, 13e, etc. qui sont dans nos communes. Alors maintenant, merci. Je vais passer la parole à monsieur Pierre Lavaux, alias Mazan, qui est votre nom de dessinateur, d'auteur de bande dessinée. Vous êtes un homme bien connu des amateurs de cette bande dessinée, puisque après vos études aux Beaux-Arts d'Angoulême, vous signez votre premier contrat aux éditions Delcourt en 1988 et vous remportez la même année le prix Alfred Avenir au Festival international de la bande dessinée. Et la liste serait longue de vos prix, les maisons d'édition auxquelles vous participez et les nombreux albums que vous avez publiés, notamment Mimo 1, Sur les traces des dinos et Mimo 2 et les dinos des antipodes. Alors en effet, à 5 ans, déjà, vous récoltiez, collectionnez les fossiles et vous vouliez devenir paléontologue puis dessinateur de bande dessinée. En vous, aujourd'hui, les deux se conjuguent pour notre plus grand bonheur. Bonsoir, Mazan. Bonsoir. Alors habituellement, nous avons l'habitude d'échanger avec M. Jean-François Tournepiche qui mène les campagnes de fouilles à Angeac, mais nous le saluons au passage, mais vous êtes vous-même, comme Obélix, vous êtes tombé dans la marmite de la paléontologie tout petit. Alors comment avez-vous rejoint l'aventure d'Angeac Park ? C'est surtout que j'habite pas très loin, à 10-15 minutes à Champmillon, qui est une petite commune c'est Champmillon, qui est vraiment à côté. On ira sans doute un jour, notamment dans l'église de Champmillon, qui est assez belle. Qui est du 12e. Très belle. Donc, ça veut dire que vous étiez installé là avant qu'on ne découvre... Ah oui, bien sûr. Moi, ça fait... c'est quasiment un miracle, quoi. C'est un coup de chance pour extraordinaire. Qui aime la paléontologie. Qui voulait être paléontologue quand il était petit, puisque c'était ce que je voulais faire quand j'avais 5 ans. C'est ça qui m'a fait venir d'ailleurs au dessin, parce que quand j'avais 5 ans, je dessinais des dinosaures, des mammouths, je mettais tout ensemble, avec les hommes préhistoriques, tout allait ensemble. Et donc voilà, au fur et à mesure, je me suis mis à dessiner. Et là, en 2010, ici à Angeac-Charente, dans les carrières Audouin,
Jean-Pierre Payot a sorti. Donc des carrières privées. Voilà, des carrières privées. On extrait quoi, l'argile on extrait du sable. Du sable. En fait, voilà, pour pouvoir faire du béton. Et un coup de pelleteuse, on tombe sur un os. Sur des os qu'un chien n'avait pas enterré. Exactement. Surtout des cailloux beaucoup plus gros que d'habitude. Et donc, coup de fil au musée. Et là, il s'avère que ce n'était pas ce que l'on trouvait de temps en temps ici. C'était donc des fois des défenses d'éléphants antiques, des choses comme ça. Mais là, c'était vraiment du très 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 gros. Et en fait, il se trouve que c'est du dinosaure. Voilà. Et quand moi je passais par là, donc au musée, j'ai pu voir ces ossements. Et moi, voilà, je suis retombé des années en arrière, à l'âge de 5 ans. Et voilà. Donc on m'a invité à venir ici à Angeac pour voir le site qui venait juste de commencer. Mais on savait que vous vous intéressiez à ce sujet, évidemment. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et on vous a invité par quel hasard alors, c'est en fait que moi j'adore l'histoire et on a fait des albums sur l'Égypte antique avec ma femme, qui est fils du Nil, et on avait fait une grosse exposition au musée d'Angoulême et on voulait une momie dans cette exposition-là, et il n'y avait pas de momie. Et Jean-François Trumepiche nous a dit, avec quelques ossements qu'on a en haut dans l'ostéothèque, on va pouvoir faire une fausse momie. Voilà. Et je dis, ah bon, super. Me dites pas qu'en Jacques, c'est faux. non, voilà. Et puis, donc, en montant dans l'ostéothèque, il m'a dit, là, regarde, il y a des ossements qui viennent juste d'être découverts. On vient juste de me les apporter. Ils sont énormes. Et quand j'ai vu ça, c'était génial, quoi. C'est extraordinaire. Et donc, il m'a invité à venir faire des croquis, parce que je lui ai dit justement que je voulais être paléontologue quand j'étais petit. Et il m'a dit, voilà, cet été, on va essayer de faire un petit sondage à Angeac, là où on suppose avoir trouvé ces ossements, ces premiers ossements, parce qu'en fait, ils avaient été dégagés du fond de l'étang. Et en faisant cette petite prospection, donc en septembre 2010, on est tombé directement, en quelques jours, sur le grand fémur qui maintenant a fait un peu le tour du monde, donc un fémur de 2,40 m, donc un des plus grands dinosaures ayant existé sur Terre. Bien. Et vous me disiez tout à l'heure, avant que nous ne commencions l'émission, qu'on venait maintenant du monde entier ici. Oui, voilà, oui. C'est-à-dire que cet été, en plus, on a découvert un deuxième fémur immense, donc toujours à 2 mètres. De 2 mètres de long, et là on a fait la une un petit peu voilà, pendant tout l'été, à Moscou, au Japon, en Chine. C'est assez extraordinaire. Alors ça, on ne visite pas ce site pour l'instant. On peut le voir, site est visitable en juillet. En juillet, comme pendant la campagne de fouilles. Mais est-ce que c'est organisé à la visite ou pas? C'est plutôt sur rendez-vous, parce que les gens travaillent quand même. Les paléontologues sont là. Voilà, les fouilles sont organisées. Mais il y a quand même on s'est débrouillé pour qu'il y ait des gens qui puissent venir visiter. Donc on a quand même 3000 à 3500 visites en juillet pendant que l'on fouille. Voilà, il y a des étudiants qui sont là pour guider, pour expliquer un petit peu le... Bien. Et vous continuez alors après? Alors moi je fais MIMO 1, MIMO 2, oui. Il va y avoir... C'est-à-dire qu'en fait je fais de la paléoreconstruction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos d'époque. À moins 140 millions d'années. Évidemment. Donc il faut qu'il y ait des dessinateurs pour pouvoir... vous donnez vie par vos dessins à ce que l'on découvre. Et donc là, du coup, on rejoint le côté bande dessinée et paléontologue. Merci beaucoup, Mazan, d'avoir témoigné ce soir. Merci à vous tous, aux invités, à Monsieur le maire. Merci pour la mise en onde de ce soir qui a été réalisée par Basile Dubon, Cédric Denis et Jacques Emmanuel. Vous pourrez réécouter cette émission demain, jeudi, entre 16h et 17h, de même que sur rcfcharente.fr en podcast. La semaine prochaine, nous serons dans Nos paroisses ont du talent depuis l'église de Saint-Saturnin, c'est pas si loin d'ici. Très bonne soirée à vous tous à l'écoute de nos programmes et à la semaine prochaine.